Eh bien bonjour. Comme je l'avais annoncé lors de la précédente vidéo qui parle de mon logiciel Jetson Sky, on va voir dans cette vidéo un peu les fonctionnalités du logiciel associé à une caméra, parce que sa fonction première, c'est quand même le pilotage d'une caméra Astro et le traitement en temps réel, ou on va dire en live en fait, des acquisitions de cette caméra. Donc on va démarrer le logiciel et puis on va faire un petit peu un tour des fonctionnalités. Voilà, alors là le setup, j'ai utilisé la caméra, la SI 178MC parce que bon, c'est une bonne caméra mais elle me génère quand même pas mal de bruit de lecture. Et donc c'est intéressant en fait pour montrer comment on peut essayer de réduire ce bruit de lecture. Et l'optique, c'est mon vieux Canon monture FD 50 mm ouvert à 1.4. Donc la présentation du logiciel, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très lisible. Moi ça va parce que j'ai l'habitude. C'est vrai qu'il y en a un petit peu partout. Et c'est voulu parce que j'avais la possibilité d'avoir un système avec des fenêtres en haut classique, mais lors des captures, lors des acquisitions, c'est vrai que je préférais avoir tous les paramètres, toutes les possibilités en fait de configuration de la caméra et d'application des filtres. Je préfère avoir tout ça directement accessible, directement lisible pour voir quels sont les filtres qui sont actifs, quels sont les paramètres associés à chaque filtre, plutôt que repasser par un système en fait de fenêtres pour aller chercher des filtres, etc. Parce que je trouvais que la lisibilité était beaucoup moins bonne. Après, donc là, j'ai accès à tous mes paramètres en un seul coup d'œil. Le problème, évidemment, c'est que voilà, c'est un petit peu dense. J'ai pris des petites polices de caractères pour faire tout rentrer un peu partout. Voilà, c'est pas évident, c'est pas user-friendly, mais ça a un côté extrêmement pratique et quand on a l'habitude en fait du logiciel, on peut très facilement savoir en fait quels sont les paramètres de la caméra, quels sont les filtres qui sont actifs avec leurs paramètres associés et faire des modifications à la volée assez facilement. Parce qu'il faut savoir en fait que pour les vidéos, je peux appliquer en fait plusieurs filtres en même temps, en une seule passe. Après, l'ordre d'application des filtres est important et on y reviendra un petit peu. Donc, voilà, on va mettre une image quand même. Donc ici, je vais régler le temps d'exposition en millisecondes et le gain de la caméra. Voilà. Donc, voilà, ici une belle vue sur des bouquins d'anglais avec ici un chrono. Je voulais avoir en fait quelque chose de dynamique pour avoir un peu plus un aspect vidéo que sur des images figées. Et toujours le même principe. En fait, le tout est sur la monture SD GTI et voilà, on se promène à droite à gauche. Bon, voilà, c'est pour donner une idée. Donc là, c'est un test en fait en lumière du jour et pas du tout sur des cibles astro, mais c'est quand même plus confortable pour moi pour montrer les différentes fonctionnalités. Alors, là, on a une caméra en fait euh, qui est pilotée. Et donc, caméra dit en fait image. Donc là, comme c'est l'ASI 178MC, le capteur en fait natif, c'est un format 4 tiers. On peut aussi se dire, je préférerais un format en 16 neuvième. Alors forcément, c'est un petit peu croppé sur l'image. Ou je veux avoir un format, un ratio 1:1. Voilà. Donc ça peut être utile en fonction des caméras, des cibles qu'on veut prendre, du format de sortie qu'on veut avoir. Donc voilà, ça c'est pour le format en fait du capteur. Je peux choisir entre 4 tiers, 16 neuvième, 1 tiers. Possibilité d'enlever les pixels chauds. Donc là, bon, j'en ai pas qui apparaît vraiment. Mais en fait, l'image en fait est nettoyée normalement
des pixels chauds, ce qui arrive quand même assez souvent en astro quand on pousse un peu le gain ou qu'on a des temps d'exposition un peu significatifs. Alors, côté droite, en fait, pas mal de choses. Donc là, quand j'ai en fait cette petite case qui est cochée, c'est que j'ai le filtrage qui est actif. Bon, j'ai aucun filtre de sélectionné. Si je le désélectionne, voilà, j'ai l'image en fait au format RAW, c'est-à-dire là c'est un capteur couleur bayerisé. Donc là j'ai plus l'information RGB, mais j'ai l'image en fait brute de décoffrage du capteur. Voilà, je remets les filtrages. Vu que je suis dans la couleur des capteurs, on a côté gauche le type de matrice de Bayer qu'on peut avoir. Donc là j'ai RGGB, je peux choisir BGGR, ça dépend évidemment de la matrice du capteur. Donc là c'est pas le bon format, donc on a inversé la composante rouge et la composante bleue. J'ai en fait la possibilité, si je reviens à droite ici, de inverser les deux composantes, rouge et bleu, ce qui fait que si je le sélectionne, je reviens à une image normale. Bon, là, dans le cas présent, ce serait un peu tordu de faire ça. Et puis j'ai les deux autres types de matrices qu'on rencontre finalement pas très souvent. Alors j'ai RBG et GBRG. Voilà. Donc ici ça donne un résultat qui est pas du tout bon, parce que là on a vraiment pas le bon format de la matrice. Donc on revient au format de la matrice de Bayer du capteur. Donc ici, je vais avoir l'image en résolution complète. Enfin, ici, en fait, j'ai l'image qui est redimensionnée pour tenir sur ma fenêtre d'affichage. La vraie résolution, en fait, c'est ici. Donc après, évidemment, je peux me promener dans mon image. Alors là, on ne voit pas à l'écran. C'est avec les flèches de déplacement du clavier où je peux rechoisir en fait le bon endroit où je zoome sur le format réel de l'image. Évidemment, j'ai une image couleur. Je peux la reforcer en fait en noir et blanc. Alors il faut savoir en fait que on peut trouver des fonctions avec OpenCV pour débayériser en fait des images. Donc ça existe. Moi j'ai choisi en fait de réécrire avec une fonction CUDA le dématrissage pour repasser en fait de l'image brute à l'image couleur. J'ai choisi de réécrire en fait l'algorithme parce que j'ai un petit peu modifié l'algorithme classique pour privilégier le contraste et essayer de gagner un petit peu en définition avec une image bayerisée. Donc je l'ai réécrit et le résultat il est pas trop mal. Si je repasse en mode noir et blanc, c'est pareil, j'ai aussi écrit un petit algorithme en CUDA pour essayer de gratter un petit peu de définition tout en sachant qu'en fait que les capteurs bayerisés vont interpoler beaucoup de points parce que en fait chaque pixel a sa propre composante rouge, vert ou bleu. Un capteur monochrome, chaque pixel va récupérer en fait l'information. Là, avec les capteurs bayerisés, on interpole beaucoup et finalement en fait on perd énormément en définition avec un capteur couleur comparé à un capteur monochrome. Donc là j'ai essayé de limiter la casse et honnêtement ça marche pas trop mal, je suis assez content en fait du truc. Donc là on revient à la couleur et j'ai aussi souhaité avoir un algorithme. Ici c'est une estimation de ce que j'aurais en fait en luminance si j'avais un vrai capteur monochrome, même appliqué en fait à un capteur couleur. Donc ici par exemple je fais un essai. Et là en fait c'est le type de luminance que j'obtiendrais si j'avais un capteur monochrome. Donc si je veux revenir à un niveau en fait de luminance classique pour un capteur couleur, en fait je peux baisser le gain de façon assez importante et baisser le bruit. Vous voyez en fait
Ça, c'est la luminance estimée que j'aurais eu avec un capteur monochrome qui me ferait de la couleur, le capteur parfait. Si je reviens à ce que me donne réellement mon capteur couleur, voilà ce que ça donne. Donc je perds énormément en luminance. Donc c'est un algorithme que j'ai aussi écrit en CUDA pour que ça aille assez rapide, que ce soit assez rapide. Et ça peut être assez utile quand on fait du ciel profond sur des objets très peu lumineux, où on retrouve quand même de la luminance, tout en ayant un bruit qui reste relativement contenu, et qu'on sait gérer ensuite par la suite avec des filtres d'atténuation du bruit. Donc voilà, donc je vais revenir quand même à un niveau de gain qui me donne une image avec quand même un petit peu de luminance. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le bin 1, là je suis en bin 1, donc pleine résolution du capteur. Bin 2, donc là, en fait c'est des pixels, 4 pixels en fait adjacents qui sont combinés en un seul, donc je gagne énormément de luminance. Je perds en définition, forcément. Alors là, c'est le mode software du bin 2, c'est-à-dire qu'on additionne les 4 pixels. On a aussi le mode hardware qui n'additionne pas les pixels, qui fait la moyenne en fait sur les pixels, ce qui fait que ça me diminue le bruit. Je peux augmenter en fait le gain tout en ayant un bruit qui est beaucoup plus contenu. Voilà. Après, j'ai un mode HDR. Donc là, le mode HDR, il va plutôt jouer sur la longueur de l'exposition. Donc je vais baisser le gain de façon très importante. Voilà. Et je peux augmenter mon temps d'exposition. Alors HDR, en fait, c'est pour avoir beaucoup plus de contraste sur l'écran, pour avoir plus de dynamique. Donc là, je vais en fait avoir le fond qui va rester, qui était très peu éclairé, qui va rester quand même assez lumineux, et tout ce qui était en surexposition va devenir raisonnable. Donc j'ai beaucoup plus de dynamique sur l'image, les très faibles lumières réapparaissent, et les très fortes lumières en fait restent contenues. Problème, c'est que je fais 4 captures différentes à des temps d'exposition de plus en plus courts, ce qui fait que le framerate s'en ressent. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Par contre, c'est super intéressant pour des cibles un peu compliquées, style M42 ou M31, où on a des parties qui sont très lumineuses, des parties qui sont très faiblement lumineuses, ce qui fait que voilà, soit on va cramer l'image, soit on n'aura rien du tout. Donc voilà, c'est une possibilité qui est quand même assez intéressante, mais restreinte sur un certain nombre de cibles particulières. Donc on va revenir avec un temps d'exposition très court et du gain. Ensuite, je peux choisir mes résolutions. Alors je vais repasser en bin 1, ce sera mieux. Donc voilà, pleine résolution, et après on a différentes résolutions. Ici, j'en ai pas parlé, en fait, c'est la possibilité de pouvoir soit faire une moyenne, soit la somme sur 5 images. Donc là, par exemple, je vais faire une moyenne sur 4 images, ce qui me fait baisser le bruit, en fait, vous regarderez. Là, j'ai pas mal de bruit sur 4 images ou sur 5 images. Là, en fait, je moyenne 5 pixels, 5 images, 5 pixels à chaque fois. Donc, j'ai le bruit qui diminue. Par contre, évidemment, quand je déplace la caméra, voilà, ça se ressent, j'ai un effet de flou. Donc, très utile sur des images vraiment statiques, mais dès que ça bouge, c'est un peu plus délicat. Moyenne ou la somme, pareil. Je vais additionner 5 images. Donc là, ça me permet de réduire énormément le gain. Et donc, je vais théoriquement réduire mon bruit, encore que le bruit normalement s'ajoute sur les 5 images. Alors, ça peut être utile dans certaines situations. Donc, le gain, évidemment, alors qui dépend de la caméra, en fait, comme le logiciel va lire les informations de la caméra, il connaît en fait les informations de gain possibles pour chaque caméra. Ensuite, l'amplification du gain. Alors, plusieurs types d'amplification. Alors, ça va se jouer ici, on va afficher une amplification linéaire sur toute la gamme en fait
des valeurs de pixels de 0 à 255. J'ai pas dit. En fait, les images, c'est en 8 bits, donc de 0 à 255. Donc amplification linéaire sur toute la gamme, sur toutes les valeurs possibles de pixels. Amplification, en fait, sur une gaussienne. C'est-à-dire que je vais choisir, en fait, quelles sont les valeurs de pixels que je vais amplifier. Avec la possibilité de déplacer ma gaussienne vers la gauche, donc vers la gauche, vers les très faibles valeurs, complètement à gauche c'est 0, complètement à droite c'est 255. Je peux élargir ma gaussienne, qui a toujours en fait une amplitude max en fait, qui est toujours la même. L'intégrale de la gaussienne n'est pas constante, parce que sinon ça me jouerait des tours en fait sur les facteurs d'amplification. Donc là, j'amplifie les valeurs noires ou grises. Et ensuite, je vais amplifier plutôt les valeurs extrêmes. Donc là, j'amplifie les valeurs médianes. Vous voyez, en fait, on n'a pas du tout. Et là, en fait, j'ai une amplification beaucoup plus sélective. Voilà. C'est difficile à mettre en œuvre, honnêtement, sur une image Astro. Ça peut rendre service dans différents cas. C'est assez délicat à mettre en œuvre. Et un dernier mode d'amplification, qui ne se verra pas bien ici, qui se verra mieux en fait sur des vidéos de capture. Il aurait fallu que je fasse une vidéo sur le ciel, des vidéos tests sur le ciel en live, mais là on a un temps qui n'est pas génial en Bretagne en ce moment. Donc là, en fait, c'est toujours un peu le système de la gaussienne, sauf que là, je vais me focaliser sur certaines parties qui seront très lumineuses. En fait, en gros, ça me permet d'amplifier en fait le signal des étoiles et de ne pas amplifier le reste. Donc, si ici on voit qu'on peut avoir des amplifications très sélectives sur ce qui est uniquement lumineux. En fait. Ça marche bien sur les étoiles. Je montrerai en fait ça sur une vidéo capturée, sur un traitement de vidéo, sur une prochaine vidéo. Donc voilà la partie amplification. Après la partie du gain, que je vais enlever. Le gain, alors plusieurs types de gains en fait, enfin le gain, l'exposition pardon. Donc là en fait des expositions très courtes, de 100 microsecondes à 10 millisecondes. Là on va lire ça en 100 microsecondes. Médium de 1 milliseconde à 400 millisecondes. Alors médium rapide, médium lent, de 1 milliseconde à 1 seconde. Et après, des temps d'exposition longs de 500 millisecondes à, de mémoire, c'était 20 secondes. Voilà. Ensuite, les caméras ont des réglages de gain sur le rouge, caméra couleur, sur le rouge et le bleu. Donc en fait, je peux modifier directement la valeur de gain du rouge et du bleu pour la caméra. Réglage des couleurs toujours, RGB, rouge, enfin red, green, blue, en fait. Un ajustement fin pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Donc toujours assez utile. Ensuite, j'ai des filtres. Alors, là, est-ce que ouais, j'ai une image nette. J'ai des filtres en fait pour augmenter la netteté. Alors, à utiliser avec parcimonie, parce qu'évidemment, quand l'image est bruitée, on va avoir un bruit beaucoup plus net, ce qui n'est pas forcément l'idée. C'est des filtres du style Unsharp, ce qui fait qu'en fait, on peut définir, c'est un peu comme les ondelettes sous Registax, on peut définir
le, le niveau en fait, de détail qui sera concerné par l'augmentation de la netteté. Donc là, j'ai deux filtres possibles. Je peux en utiliser un ou les deux et choisir en fait mon niveau de détail qui sera amplifié. Ici, je vais le mettre sur 2, je vais le mettre sur 7. Et voilà, ça fait un peu les wavelets, les ondelettes de Registax. Pareil, la netteté, c'est difficile à utiliser parce qu'il faut absolument maîtriser le bruit, sinon on rend le bruit beaucoup plus net et c'est pas forcément très intéressant. Ensuite ici, j'ai des filtres qui concernent la gestion du bruit. Le bruit dans les images astro, c'est vraiment la plaie, c'est ce qui est vraiment pénible, c'est l'ennemi à éliminer en priorité. Et comme je veux faire de la vidéo, je suis amené à augmenter le gain. Alors là, je vais l'augmenter, je vais réduire en fait le temps d'exposition. Je suis amené à augmenter le gain parce que je veux les temps d'exposition les plus courts possibles pour avoir quand même un effet vidéo. Je veux pas des vidéos avec des temps d'exposition de 5 secondes, ce serait plus de la vidéo. Donc je suis amené à augmenter le gain, et qui dit augmenter le gain dit bruit. Là vous voyez sur l'image, on va passer en fait en full. On voit quand même un bruit qui est assez disgracieux. Là, ça apparaît pas trop gênant. Quand on fait des vidéos du ciel profond, des vidéos astro, c'est vraiment pénible d'avoir une image complètement bruitée. Et on est vraiment amené à augmenter. Enfin, moi, je suis amené à augmenter le gain de façon très significative. Donc après, voilà, il faut, avant de pouvoir, vous voyez, quand je disais, on augmente la netteté, j'agis surtout sur le bruit. Donc c'est vraiment pas joli. Donc il faut absolument maîtriser le bruit. Et l'approche classique pour la maîtrise du bruit, c'est des filtres qui travaillent un petit peu sur des matrices et qui vont regarder un peu les pixels voisins. Sur un pixel donné, on va regarder les pixels voisins, puis on va regarder comment tout ça évolue. On va essayer de lisser les choses. Le bruit, c'est des valeurs un peu erratiques, et c'est le signal qui oscille beaucoup autour de sa valeur d'équilibre. Donc là, c'est un vrai problème. Et le bruit, pour gérer le bruit sur les images, voilà, on regarde les pixels voisins, on va regarder plus ou moins loin. On va essayer de lisser les valeurs erratiques, tous les pics anarchiques. Le problème, c'est que quand on va lisser quand même, quel que soit l'algorithme, on a tendance à perdre un petit peu de la netteté. En fait. Voilà, là je le fais. On va faire une démo. Là, la partie, pour bien vous montrer, je vais monter le gamin. Partie droite, en fait, c'est l'image traitée. Partie gauche, c'est l'image brute. Voilà, on voit qu'on a un petit peu moins de bruit, mais ça bouge quand même. Ça bouge quand même. Et on voit aussi qu'on a perdu de la netteté. Je vais enlever la démo. Là, en fait, c'est assez net. Et là, c'est quand même un peu plus flou. Voilà. Donc ça, c'est un type de filtre que j'ai développé qui marche pas mal. Sur le même principe, un autre type de filtre qui enlève un peu de bruit mais qui est un peu plus soft, que j'ai développé aussi. C'est un filtre KNN, c'est un filtre que j'ai repiqué en fait chez Nvidia, qui est assez classique, qui marche pas mal en fait. On voit quand même que ça turbule quand même pas mal et on voit que la netteté en prend un coup. Idem, même type de filtre, algorithme un peu différent, LM2. Voilà. Ça turbule encore pas mal. On a perdu de la netteté, mais c'est quand même, on voit que le bruit a été un petit peu absorbé. Voilà. Donc ça, c'est les filtres classiques qu'on peut avoir sur les images. Comment on travaille sur de la vidéo, moi j'ai voulu avoir une approche aussi assez différente. C'est-à-dire que comme c'est de la vidéo, on bénéficie de plusieurs images qui s'enchaînent. Et plutôt qu'avoir un filtrage du bruit sur chaque pixel qui va regarder les pixels voisins, moi, pour chaque pixel, je vais regarder en fait différentes images. Parce que en vidéo, j'ai plusieurs images qui se succèdent
et je vais regarder, je vais analyser le bruit, l'évolution en fait de la valeur du pixel sur plusieurs images. Et je vais essayer en fait d'empêcher les mouvements erratiques de la valeur du pixel sur plusieurs images qui se succèdent. L'avantage, si ça marche bien, c'est que je vais pas regarder mes pixels voisins, je regarde l'évolution du pixel dans le temps et pas ses pixels voisins. Et je vais essayer de maîtriser en fait les mouvements erratiques du pixel, les petites oscillations pénibles qui sont caractéristiques du bruit, qui oscillent toujours autour d'une valeur d'équilibre, qui est la vraie valeur en fait due par le pixel, la vraie valeur théorique. Donc là, comme je ne regarde pas les voisins et que je me concentre uniquement sur l'évolution du pixel dans le temps, je dois théoriquement conserver la netteté parce que je ne vais pas lisser avec les pixels voisins. Donc j'ai développé deux filtres différents. Un qui travaille sur 3 images consécutives, 3 frames. Il va regarder comment évolue le signal sur 3 images consécutives. Et je répète ça pour chaque image. Il regarde les 2 images précédentes. Et je vais regarder s'il y a des inversions en fait, de pente, s'il y a des choses qui se passent. Et je vais essayer de limiter ces inversions de pente. Si j'ai pas d'inversion de pente, la théorie veut que si par exemple j'ai une augmentation puis une nouvelle augmentation, c'est plutôt statistiquement que je vais avoir effectivement une vraie augmentation du signal. Si j'ai mon signal qui diminue 2 fois d'affilée, c'est que statistiquement j'ai quand même plutôt un signal qui est en train de diminuer. Si mon signal il augmente et qui s'inverse, c'est plutôt qu'on a quand même un signal qui est victime du bruit parce que le bruit il augmente puis il diminue, etc. Donc j'ai développé ce filtre pour réduire et donc voilà, je vais l'appliquer. Donc là, on voit, moi honnêtement, je trouve que ça marche pas mal parce que on voit que je, vous- je vais comparer, je vais vous remettre par exemple le filtrage KNN. Vous voyez, en fait, on a quelque chose de beaucoup plus flou. On voit que le bruit est encore présent, en fait, ça fourmille quand même un petit peu. On a quand même du fourmillement qui est très visible. Voilà. Si je mets le 3FNR, j'ai plus du tout de fourmillement. J'ai gardé une bonne netteté, ce qui fait que j'ai pas une dilution de l'information du pixel par rapport à ses voisins. Ça, moi, personnellement, je trouve que ça marche très bien. Voilà, j'en ai fait un deuxième. Alors celui-ci, le deuxième, il fonctionne uniquement sur 2 images consécutives, en fait. Et il marche un petit peu comme un amortisseur de voiture. C'est-à-dire qu'il absorbe, en fait. Il fonctionne avec une fonction de transfert qui va autoriser certaines variations dans la valeur du pixel. Si j'ai une variation plutôt importante de la valeur du pixel, il est fort probable que ça n'est pas du bruit, que c'est une évolution du signal. Si j'ai des variations très faibles, il est très probable que c'est du bruit dû au capteur et à la lecture de l'information. Donc, je vais amortir ces variations très faibles et je vais autoriser les variations très fortes, un petit peu comme un amortisseur de voiture. Donc voilà, je vais le mettre en route. Et voilà, on voit que le bruit est bien contenu, on n'a pas de fourmillement, et on conserve aussi la netteté parce que je m'intéresse à un pixel et à l'évolution de ce pixel dans le temps, et pas aux pixels voisins qui font toujours me lisser le signal. Donc, et j'ai d'autres fonctions de transfert différentes. J'ai une dynamique haute, high, et une dynamique low, une dynamique basse, avec un résultat qui sera meilleur en dynamique low, parce que là, je vais vraiment empêcher les petites variations de façon très très forte. Alors, comment ça se comporte sur une image qui bouge? Ça, c'est intéressant. Alors, on va rester sur ce filtre-là, en fait, le filtre qui absorbe, qui fonctionne comme un amortisseur de voiture. Si je me déplace un peu, on voit un léger effet de ghosting, en fait. C'est-à-dire que c'est le temps, en fait, qu'on ait l'équilibrage qui se fasse. Parce que quand on bouge, on va avoir des variations qui, elles, ne sont pas dues au bruit, qui sont dues
un changement dans le signal. Et comme je réduis quand même les possibilités de changement, il faut un certain temps pour que tout cela s'équilibre. Donc j'ai un peu de ghosting qui apparaît. Il n'est pas très fort quand j'ai une dynamique haute. Il est un peu plus fort quand j'ai une dynamique basse. Vous voyez? Mais ça revient quand même assez vite à quelque chose de stable. L'autre filtre, j'ai un petit œil, vous m'aurez étonné. On va revenir à ça. J'ai pas mal de logiciels qui tournent en même temps, et ça, c'est pas forcément évident. Donc, on va revenir au filtre, le même type de filtre, un filtre dynamique qui travaille vraiment sur la vidéo, mais le filtre 3FNR. Lui, théoriquement, il est un petit peu moins sensible au ghosting. Voilà. On voit que ça le dérange un petit peu moins. Donc, par exemple, sur les vidéos grand champ du ciel profond, quand j'ai les satellites qui passent, j'ai moins de traînées du satellite parce qu'on a un filtre qui est un petit peu réactif. Il est un petit peu moins performant que le filtre qui absorbe les différences, le filtre, le AANR. Il est un petit peu moins performant dans la gestion du bruit, mais il a un petit peu moins de ghosting. Alors, ces filtres aussi, c'est pareil. J'ai plusieurs possibilités pour les appliquer. Soit je l'applique sur l'image brute, l'acquisition brute de la caméra, soit je l'applique sur l'image en fait traitée. C'est-à-dire que je vais passer tous mes autres filtres, tous mes autres traitements avant et ensuite je vais appliquer ce filtre in fine sur l'image complètement résultante. Et je peux aussi avoir les deux, c'est-à-dire faire un filtrage du bruit sur l'image brute, faire tous mes traitements et ensuite un filtrage du bruit sur l'image résultante à la fin. Idem pour l'autre filtre. Là, c'est en mode front, c'est-à-dire qu'il va filtrer mon image brute acquise de la caméra et ensuite l'application back, une fois que tous les autres paramètres auront été, tous les autres filtres auront été appliqués, il va me réappliquer un filtre. Donc là, je vais quand même avoir une réduction très très sérieuse du bruit et c'est pas forcément inutile quand on a des images qui sont extrêmement bruitées. Donc voilà pour la gestion du bruit. Ensuite, j'ai des filtres qui... Alors, j'ai du filtrage. Ben, c'est pas vraiment du filtrage, c'est on va estimer la qualité de l'image. Est-ce que l'image est nette? Est-ce qu'elle n'est pas nette? Donc là, c'est l'Image Quality Estimator. Donc là, c'est cette courbe que vous voyez évoluer là, en temps réel. Elle va essayer d'estimer la netteté de l'image. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait classiquement en déterminant les contours qu'on peut avoir sur une image et ensuite en étudiant la variance en fait de l'image de contour qu'on obtient. Ça se fait classiquement avec des filtres type Cani, Sobel, Laplacien. Après, le problème, c'est que la détection des contours dans une image dépend beaucoup du bruit de l'image. Donc là, si on a beaucoup de bruit, on peut avoir un indicateur de netteté de l'image qui va être grandement perturbé par ce bruit. Donc ça, c'est un peu problématique. Alors j'ai essayé plusieurs filtres. Le filtre Laplacien, il marche pas mal, mais il est très dépendant du bruit. Et celui qui m'a permis d'avoir le meilleur résultat, c'était un filtre Sobel. Donc, voilà. Donc ça c'est pour les aspects techniques. Donc on va appliquer. Vous voyez là, j'ai beaucoup moins de bruit. J'ai appliqué un filtre anti-bruit. Et là, en fait, j'ai un niveau. Alors c'est un nombre un peu sans dimension, mais voilà. J'ai quelque chose qui est beaucoup plus stable en termes de netteté, mais il m'indique que l'image serait moins nette. Ah oui, parce que j'ai moins de bruit dans l'image, donc j'ai moins de détails
en fait dans le calcul du filtre semelle. Et après, ben, on va, là si je défocalise, vous voyez, c'est beaucoup plus bas, je refocalise, voilà, on remonte, et donc là j'ai une netteté qui est meilleure. Alors pourquoi la netteté? Parce que c'est pas forcément archi hyper utile. Il peut être utile, mais c'est pas archi hyper utile quand on règle la netteté de l'objectif. Mais c'est aussi parce que j'ai du filtrage qui peut se baser en fait sur la netteté de l'image. Ici, bon, je vais défocaliser un petit peu. La barre du bas, c'est en fait le niveau d'image le plus flou que j'ai pu mesurer. La barre du haut, c'est le niveau d'image le plus net que j'ai mesuré. Ici, en vert, c'est mon seuil. Et ici, c'est le niveau de netteté de l'image actuelle. Imaginons, je vais faire une capture et j'ai de la turbulence, j'ai tout un tas de choses. Des fois l'image est nette, des fois l'image est floue. Bon ben voilà, je veux un seuil. Et je ne veux capturer que les images qui seront relativement nettes. Donc, je vais déplacer mon seuil. Et voilà, là je passe en dessous de mon seuil. Donc là, à chaque fois qu'une image sera au-dessus de mon seuil, je vais la garder, je vais la conserver. Dès qu'une image sera au-dessus de mon seuil, je ne la prends pas. Je l'exclus parce que j'estime que son niveau de netteté n'est pas suffisant. Donc là, bon, ça marche super bien sur la Lune, parce qu'avec la Lune ou sur du planétaire, parce que l'effet de turbulence va grandement jouer sur la netteté de l'image. Là, sur une image fixe, sans turbulence, c'est un peu moins évident. Voilà, je vais revenir là. Voilà, je joue avec ça. Et là, par exemple, j'estime, j'ai réglé mon seuil à ce niveau-là. Et donc, il ne me prend aucune image, parce que j'ai aucune image qui arrive à avoir le niveau de netteté requis. Je repasse en dessous, il me les prend, parce que c'est bon, j'ai le niveau de netteté requis. Ensuite, j'ai la possibilité de travailler. Alors, on verra ça sur une autre vidéo, notamment sur les vidéos de la Lune, parce que j'ai la possibilité de jouer sur la qualité de l'image que je suis en train d'acquérir par rapport à une image de référence. En fait, je vais dire, j'ai une image de référence que je considère très bonne. Je fais mon acquisition et je vais, pour mes images qui sont en cours d'acquisition, regarder, comparer l'image qui est en cours d'acquisition et l'image qui est ma référence. Et je vais autoriser un certain degré de liberté sur mon image qui est en train d'être acquise par rapport à mon image d'acquisition. Mais on verra sur la Lune que ça peut être intéressant pour gérer tout ce qui est effet de turbulence et dégradation ponctuelle et très rapide de l'image à cause d'effets de turbulence. Donc ici, sur une image fixe, sans le phénomène de turbulence qui joue, c'est difficile à démontrer. Donc, voilà. Ensuite, en filtre, j'ai des choses, retrait de gradient, de vignetting. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais fait il y a pas mal de temps. Il faudrait que je retravaille là-dessus. Là, je peux avoir des retraits de gradient sur une image. C'est pour m'éviter de faire des traitements classiques, d'avoir des flats sur les images, des choses comme ça. Vignetting, ça va un peu m'égaliser mon fond. Ça peut être des fois utile sur des fonds un peu hétérogènes qu'on peut avoir en ciel profond. Bon, il faut que je retravaille ça parce que aujourd'hui, c'est peut-être plus optimum. Après, on a des choses plus classiques sur les réglages en fait de l'image, l'image en négatif. Alors là, on va voir des fonctions de transfert. Donc là, ça c'est le gamma. Ah oui, une chose que j'ai oublié, on peut régler aussi le gamma directement sur la caméra. C'est une fonction en fait qui est gérée par la caméra. Là, j'ai du gamma en fait en mode logiciel. Alors tous ces filtres, enfin la plupart, la très grande majorité, 90% des filtres, ça a été réécrit en fait pour des CAD.
donc le gamma ici. Donc on voit ici la fonction de transfert, la façon dont on évolue. Voilà. Donc ici j'amplifie, par exemple, ici j'amplifie les signaux faibles. Ici, les signaux faibles, eh bien, ils sont moins amplifiés, hein, ils sont diminués. Voilà. Histo stretch, voilà, donc je vais déplacer mon 0. Pareil pour mes valeurs hautes. Sigmoïde, c'est des fonctions, vous voyez la tête de la fonction. On peut régler ces différents paramètres. Bon, je le garde, c'est pas forcément si évident que ça à utiliser sur des images du ciel profond. Le contraste. Alors, le contraste, c'est très intéressant. Par contre, quand on a du bruit, vous voyez, là, j'augmente aussi le contraste sur le bruit. Donc, le contraste, alors quand on maîtrise le bruit, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, j'ai quand même des possibilités de contraste qui sont plus propres. Et c'est parfois utile sur le ciel profond où on a des objets qui sont assez peu contrastés. Et ça, c'est aussi un filtre que j'ai écrit. Alors, on verra. Comme ça. Avec plusieurs paramètres, toujours pour améliorer le contraste sur des nébuleuses, des objets du ciel profond, peu lumineux, assez étendus. Vous voyez, en fait, je sélectionne, alors, toujours hein, pareil, à gauche, les faibles valeurs, 0, à droite 255 pour chaque pixel. Et voilà, en fait, là j'ai une fonction de transfert qui est linéaire, mais bon, ici, je vais diminuer la valeur pour essayer d'avoir un petit peu plus de contraste. Après, je peux jouer sur la largeur de la diminution, sur sa position et sur l'amplitude. Voilà, pour essayer toujours de récupérer un petit peu de contraste. Et puis ensuite, et ben après, c'est bon, là c'est les boutons classiques. Hein. Ici, c'est le nombre, si je veux, je peux capturer des images et je peux capturer des vidéos. Donc là, c'est le nombre d'images que je veux capturer, par exemple. Donc il va m'enregistrer des images. Alors soit je suis en mode RAW. Donc là, si je sélectionne, mes captures seront en non compressé. C'est-à-dire qu'on aura des images au formatif et des vidéos au format RAW non compressé. Si c'est pas sélectionné, ici je vais sauver du JPEG. Et ici, en fait, pour les vidéos, ça c'est le nombre de frames que je veux calculer. Si je mets à 0, en fait, ça va jusqu'à 10 000, je crois, de mémoire. Et les vidéos, bah, c'est au format compressé, MP4, ou je ne sais plus quel format. Quoi. Donc voilà, je peux faire une pause sur les vidéos. Donc voilà pour les filtres. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un ordre, j'avais parlé tout à l'heure de l'ordre des filtres. C'est sûr que quand on veut filtrer une vidéo, on ne va pas commencer par la netteté. Parce que si on n'a pas nettoyé l'image, on va augmenter la netteté de tous les défauts de l'image, de tout le bruit, etc. Donc il faut essayer de choisir judicieusement l'ordre dans lequel on va appliquer les filtres. Et les filtres, en fait, c'est des grandes familles, hein, c'est réduction du bruit, c'est augmentation de la netteté, et après ça va être la gestion des couleurs, pour une caméra couleur, et la gestion des niveaux. On va avoir plus de contraste, on va amplifier un peu les bas niveaux, les hauts niveaux, etc. Donc c'est les grandes familles. Il faut essayer de faire ça dans le bon ordre. Donc après, c'est l'expérience qui va dire, ben voilà, je vais plutôt passer ce type de filtre en premier. Moi, ce que j'ai choisi comme ordre, en fait, c'est la gestion du bruit en premier, même si on a vu que je peux gérer le bruit en tout début sur l'image brute et ensuite appliquer à nouveau une gestion du bruit sur l'image résultante finale qui bénéficie de tous les filtres. Donc moi, dans l'ordre de mémoire, je gère le bruit, j'ajuste les couleurs, j'ajuste ensuite les contrastes
la gestion des niveaux, les fonctions de transfert sur les valeurs de pixels, et puis in fine, je joue sur la netteté. Voilà. Donc voilà pour l'application des filtres. Et puis après, j'ai ici des choses qu'on verra pas là parce que ça ne marchera que sur des vidéos du ciel profond. C'est Stars, c'est pour voir, j'arrive à détecter les étoiles, tous les points lumineux qu'on peut avoir dans le ciel. Donc là, avec les variations, etc. Bon, voilà, il va me trouver qu'il y a une étoile ici. Dès qu'il trouve une source lumineuse, il va me dire que c'est une étoile. La détection de satellites, bon, ici il n'y a rien qui bouge, etc. Donc ça ne va pas marcher. Enlever des satellites, on verra ça sur des exemples de vidéos. C'est pour enlever des satellites parasites. Donc par exemple, aujourd'hui on a beaucoup de satellites de la constellation Starlink. Donc merci à Starlink. Donc on peut enlever les satellites de l'image. Trigger, en fait, c'est associé à l'enregistrement de vidéos, c'est-à-dire que dès que je détecte un satellite, je mets enregistrer la vidéo, et dès que j'ai plus le satellite, j'arrête. Et puis après, reconstruire l'image, c'est un petit truc pour reconstruire une image avec des fausses étoiles. En fait, je reconstruis le ciel. Voilà, c'est un peu gadget, on verra tout ça en vidéo. Et puis, dernière chose, c'était, et ça marche pas évidemment, ah si, ça marche mieux quand je mets pas le zoom. C'est là, bon ça va, on est en train de voir sur des livres, donc c'est moyennement intéressant. Mais quand je suis sur le ciel profond, même avec une faible focale type 50 mm, c'est vrai qu'on s'y perd vite, je suis en train de cibler quoi, etc. Donc je récupère alors, les coordonnées du moteur, enfin des moteurs de la monture azimutale AZGTI. Donc là, en azimut, je suis à 369 degrés, 7 minutes 45 secondes. Là, en hauteur, 1 degré, 28 minutes, 11 secondes. Donc si je fais bouger la caméra, la monture, on voit que là, je monte en hauteur, je suis à 4 degrés, 7 minutes 58 secondes, etc. L'azimut, ça bouge, etc. Bon. C'est les coordonnées du moteur. C'est-à-dire que en fait, c'est un logiciel sur le PC, c'est spécifique à la ZGTI. Là. La monture connaît la position de ses moteurs, de ses axes, c'est fixe. Et après, il faut étalonner tout ça par rapport aux étoiles. Et c'est le logiciel SynScan Pro qui ensuite connaît les vraies coordonnées de la direction de pointage. Donc moi, pour arriver à avoir des coordonnées à peu près bonnes, ce que je fais, c'est que je ne vais pas le faire là parce que j'ai pas l'étoile polaire évidemment, mais en session d'observation, je vais pointer sur les étoiles polaires. Je mets en fait une croix de visée, je vais pointer ma polaire et je clique sur le bouton là, calibration de la monture. Et là, je me retrouve, j'ai recalculé en fonction de la date et l'heure l'azimut et la hauteur de l'étoile polaire. Et ensuite, je réaffecte ça et je fais mes corrections par rapport aux coordonnées que me donne la ZGTI. C'est pas hyper précis, mais ça marche quand même pas mal et ça me permet de facilement m'y retrouver quand j'ai tourné dans tous les sens sur une session d'observation et que je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc voilà les grands principes de comment du logiciel JetSound Sky. Après, on peut faire un petit traitement comme ça pour voir les améliorations. Donc là, on va viser le petit bonhomme, par exemple. Voilà. On va remonter un peu. C'est pas vrai. Alors, c'est la deuxième fois que ça me fait ça.
Et ça, c'est pénible. Voilà. Voilà le petit bonhomme. On n'applique aucun filtrage. Et on met beaucoup de gain. Cas classique, des vidéos, pas de gamme. Des vidéos ciel profond que j'essaye de faire. Vous voyez, on a beaucoup de bruit. On va refaire un peu la netteté. On a beaucoup de bruit, c'est pas optimum. Et sur du ciel profond, ça donnerait une image vraiment très très moche, quoi. Donc après, ben, classiquement, alors voilà, pour montrer bien le bruit, hein, voilà, si on essaie d'avoir un peu plus de netteté, c'est quand même pas joli du tout. Oui, je vais enlever ça, oui. Je me disais, j'avais oublié un filtrage, donc je me disais que j'avais vraiment pas beaucoup de bruit. Donc voilà, si j'amplifie, enfin si j'ai un peu plus de netteté, voilà, c'est pas gérable. C'est pas acceptable comme résultat. Donc ben, on va essayer de gérer le bruit. Voilà, avec les bruits, la gestion de bruit sur des images de paire en netteté, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Là, je vais quand même avoir une bonne gestion du bruit. Soyons fous, on va avoir une dynamique basse, où là j'ai quand même quelque chose qui est quand même pas mal. Je vais faire ensuite une deuxième gestion du bruit post-traitement. Et là, je peux commencer. Alors, je vais quand même un peu baisser tout ça. Et je peux commencer à voir quelque chose de plus net. J'enlève la gestion du bruit, vous voyez, c'est quand même pas terrible. Donc voilà. Je peux même me permettre un petit peu de contraste. Et donc, voilà le résultat. On a quelque chose qui est quand même exploitable, qui est regardable, qui est beaucoup plus propre, même si j'ai poussé les curseurs assez haut. Et quand on essaye de faire de la vidéo du ciel profond, on pousse les curseurs vraiment très loin pour avoir le maximum de signal, tout en gardant un framerate assez élevé. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir gérer ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est les applications de filtrage assez classiques. On va remettre un peu de signal, aussi avec du gamma pour avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Et on voit que ça bouge encore un petit peu, on a encore une très légère influence du bruit, mais ça reste quand même très mesuré. Donc voilà. Voilà pour le tour d'horizon des fonctions de Jetson Sky. Ah oui, dernière chose que j'ai oublié de vous en parler. Parce que quand je disais que c'était pas très lisible en fait au niveau de l'interface homme-machine, des fois c'est un euphémisme. Voilà. Là, on n'a pas le cas, mais souvent, on peut avoir des problèmes de dispersion atmosphérique, des composantes rouges, vertes et bleues. Enfin, c'est surtout rouge et bleu, on se cale autour de dessus. C'est pour ça qu'il existe en fait des correcteurs de dispersion atmosphérique qui sont fort utiles parce que l'atmosphère va avoir un effet de prisme. Et donc on a le rouge qui va être décalé d'un côté, le bleu qui va être décalé de l'autre, tout ça n'est pas bien focalisé, et c'est un petit peu embêtant, parce qu'on perd quand même en fait de la netteté, de la précision dans ce qu'on veut acquérir. Donc comme moi avec les optiques classiques, je ne peux pas glisser entre l'objectif et la caméra un correcteur de dispersion atmosphérique, j'ai intégré aussi le fait de pouvoir décaler des composantes rouges et des composantes bleues pour essayer de les recentrer
sur quelque chose, en fait, de bien focaliser. Donc ça se joue au clavier. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pas mal de choses à dire. J'ai oublié de vous parler aussi de la stabilisation de l'image. Donc vous voyez, là, en fait, je suis en train de décaler la composante bleue vers la droite, enfin vers la gauche. Là, je la décale vers la droite. Là, je vais la décaler vers le haut. Et là, je la redécale vers le bas. Donc c'est ici en bas, suivez la souris, Shift Blue, où je vois en fait mes décalages. Là, donc là je vais revenir à un décalage de 0. Et idem pour la composante rouge. Je me décale à droite, à gauche. Et quand on a l'atmosphère qui fait son effet de prisme, en fait c'est intéressant de pouvoir recaler les trois composantes. Parce qu'on retrouve un peu de netteté. Mais en astronomie, c'est quand même beaucoup de travail pour conserver du signal, mais surtout de la netteté et du détail, quoi. Donc voilà. Et dernière chose dont j'avais oublié de vous parler, c'est la stabilisation de l'image. Voilà. Donc je choisis, c'est le crochet en fait de stabilisation. Donc je dis je veux me stabiliser ici. Et ensuite, là, voilà. J'ai mon image qui est stabilisée. Alors c'est une fonction OpenCV qui ne gère pas la rotation de l'image en fait. Donc en vertical, vous voyez, c'est quand même hyper bien stabilisé. Donc voilà. Je peux choisir de stabiliser ici. Voilà. Alors après, là j'étais trop loin, donc ça n'a plus stabilisé. Là, j'ai pu stabiliser. Et ça, c'est une fonction qui est très utile. On le verra sur la Lune ou sur les planètes pour gérer le bruit, pour gérer en fait ce dont je vous parlais, essayer de se caler sur la meilleure image de référence pour autoriser un certain degré de liberté sur les images qui sont en cours d'acquisition. Donc pour pouvoir faire ce genre de choses, j'ai absolument besoin d'une image stabilisée. Et donc ça, cette fonction, elle est super utile. Et je trouve que ça marche vraiment pas mal. Voilà, je pense que j'ai pas oublié grand-chose. De toute façon, dans les exemples, je ferai deux vidéos suivantes, une sur la Lune, un petit exemple sur Jupiter, et la vidéo d'après sur le ciel profond. Je vous remontrerai en fait le type de traitement qu'on peut faire, et donc vous reverrez en fait les différents filtres à utiliser, comment ils fonctionnent dans la vraie vie, puisque là c'est un exemple sur des choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'astro. Donc voilà, on fera un petit exercice, des petits exercices pratiques pour que vous voyez comment le Jetson Sky arrive à performer sur des vidéos réelles d'astronomie. Vous verrez que le résultat il est quand même assez sympa. Voilà, le tour d'horizon, c'est fini. Je pense que je n'ai rien oublié. Après, ça peut être des détails. Text in picture, c'est-à-dire que je mets la date, l'heure, le nombre de frames, là, vous voyez. On va les remettre à 0. FPS, nombre de frames par seconde. Le contraste bouffe pas mal. Sharpen. Voilà, grosso modo, j'arrive. Alors là, j'ai pas mal de logiciels qui tournent en fond, mais en gros, avec le portable tel qu'il est, on arrive à tourner assez facilement à 30 images par seconde, et avec du traitement, même un peu lourd, on arrive à faire du traitement à peu près à 20 images par seconde pour des résolutions quasiment du 4K pour l'IMX 178. Donc c'est quand même pas mal en fait. Voilà. J'ai encore un filtrage. Voilà. Donc voilà, là je crois que j'ai plus de filtrage en cours, c'est bon. Donc voilà, grosso modo 25, 26, 27. En considérant que j'ai d'autres softs là qui sont en train de tourner en fond, c'est grosso modo 29-30 images par seconde. Voilà, c'est à peu près tout. Puis l'histogramme, je vous n'avez pas montré l'histogramme.
Je vais caler un peu le vert. Caler le bleu. Caler le rouge. Voilà. Histogramme classique, c'est tout ce que j'avais oublié. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On va arrêter la vidéo là qui est déjà, je pense, suffisamment longue. Il y aura des sous-titres en anglais. Et puis, je vais préparer maintenant une vidéo sur les traitements de la Lune. Et ensuite, je verrai une vidéo pour quelques traitements sur le ciel profond. Bah, voilà, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis, j'en reviendrai avec les 2 dernières vidéos sur Jetson Sky. Voilà, merci de votre attention et au revoir.